les jardiniers et les paysagistes lever la main s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Donc je vais replacer la fonction qui m'a été donnée pour la résurrection des jardins de Chambord, des jardins du 18e. Et je vais rester dans cette position, puisque c'est le rôle qu'on m'a attribué, d'épauler, de rendre possible cette résurrection pour un temps, dans un temps très court. Évidemment, les paysagistes ont participé, ont regardé, ont observé, ont parfois essayé d'enrichir comme on pouvait avec notre regard de paysagiste le propos, mais je souligne, et c'est pour ça que j'ai posé la question sur le nombre de professionnels, il est quand même important de constater que la restitution et la restauration des jardins pour les monuments historiques est une affaire d'architecte. Alors, je n'en prends pas du tout ombrage, et parce que là, on nous a donné à nous, paysagistes, et c'est une chance inouïe, et ça n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie de paysagiste, la possibilité de participer à cet immense chantier. On nous a fait confiance, nous sommes restés à notre place, et on a bien fait de rester à notre place parce que nous avons pu nous concentrer sur ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire donner du sens à un jardin, lui donner de la vie. Parce que le jardin est une question de vivant. Et si les jardins ont disparu, c'est probablement, bien évidemment, on parle de table rase sur les jardins, mais c'est aussi parce que ces jardins étaient vivants et que, avec ce vivant travaillent des hommes qu'on appelle des jardiniers, et que des bons ou des mauvais jardiniers peuvent avoir une influence sur ces jardins, les transformer, les enrichir, et que, voilà, c'est intimement lié, ce rapport de l'homme et du jardin. C'est important de le replacer dans ce travail à Chambord. C'est ce que j'ai tenté de faire à travers voilà, ces travaux, parce qu'il me semblait que si tout le travail archéologique, historique avait été fait, que c'était une affaire entendue, que c'était bien, parce que ça permettait à des jardins qui avaient disparu de renaître, et que ma mission était de rendre ces jardins vivants, et vivants pour longtemps, pour éviter que, à l'avenir, se passent des disparitions, des modifications, parce que notre mission, c'est de rendre ce jardin durable, et au bon sens du terme. Alors, comme vous avez vu beaucoup de plans, de cartes, nous allons passer dans le vif du sujet, et comme on dit chez nous, on va mettre les mains dans la terre, et je vais vous montrer comment, et si j'ai très peu de temps pour parler, c'est parce que le jardin s'est fabriqué, ce jardin 18e, en, je regarde ma maîtrise d'ouvrage, 4 mois, à peu près, 3 mois et demi. Donc je vais essayer d'aller vite parce que c'est la cadence finalement qu'on a eu à respecter. Et comme c'est du vivant, ça nous a posé un certain nombre de problèmes. On ne peut pas planter un jardin comme du plastique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes à respecter. Il y avait le travail des archéologues qui a été abrégé, qu'on a dû pousser du terrain pour qu'on puisse intervenir, parce qu'on avait 600 arbres à planter en 3 semaines. Alors, c'est pour ça que les jardiniers, 600 arbres en 3 semaines, c'est quelque chose de très très difficile, et qu'il a fallu réinventer des techniques qui finalement vont sans doute, s'il y a des fouilles archéologiques dans 200 ans, 300 ans, vont sans doute encore impacter sur la nature des relevés de terrain. Je vais vous expliquer comment, et on va rester dans les travaux. Donc ça, ce sont les... je rappelle brièvement... Pourquoi ça marche tout seul? Donc,
Merci. Non, encore. Voilà. Alors, pardon. Ça, vous connaissez par cœur. C'est l'ensemble des secteurs qui ont été aménagés par le domaine. On considère aussi que ce domaine et ces jardins forment un tout. Ce ne sont pas des opérations qui sont réalisées sans communication entre elles. Et je dirais même que les jardins ont une véritable relation entre ce qui est du maîtrisé, donc le jardin, et ce qui est de l'ordre du monde sauvage, la forêt qui est autour. Et que notre boulot, là, ça a été finalement de tisser ces liens à travers des techniques de travaux pour rendre ces continuités paysagères possibles. Parce qu'une allée en plan peut très bien être dévastatrice au niveau d'un regard lointain si elle n'est pas escamotée, par exemple. Si elle ne file pas si elle n'est pas escamotée, il faut qu'elle devienne invisible. Parfois, je vous montrerai 2 images à la fin qui, sans le dire pour le coup, permettent de faire que ce domaine soit un tout. Et je pense que c'était leur mission aussi du domaine et des architectes, c'est que ce soit véritablement une grande opération qui redonne justement une unicité au domaine de Chambord. Ça, vous connaissez, c'est... Ne bougez pas. L'état existant en août 2016, tel que nous l'avons reçu, alors il avait été un peu modifié par les archéologues, mais ils sont étonnants quand même, parce que ce sont des vrais Indiana Jones, ils sont là, ils fouillent, ils sont très méticuleux, et puis quand ils partent, tout est parfait. Et nous devons commencer notre travail à ce moment-là, mais je dois dire que j'ai été stupéfait de leur travail, de leur minutie et surtout de leur manière de se replier du chantier, du futur chantier, comme si rien ne s'était passé. Voilà. Non, je veux encore celle d'avant. Nous avons bougé à peu près, je dis à peu près parce que c'est jamais au mètre cube, à peu près 60 000 mètres cubes de terre pour que cette opération puisse être réalisée. 60 000 mètres cubes de terre, c'est beaucoup d'engins sur le chantier, c'est jusqu'à 40 engins simultanément. Évidemment, c'est une opération collective, vous imaginez bien, et qu'il a fallu que maîtrise d'ouvrage, maître d'entreprise, organisateur, on appelle ça un OPC, l'organisateur des travaux, puissent travailler ensemble. C'est véritablement un orchestre qui joue une partition écrite et qui ne doit en aucun cas prendre du retard sur le temps. C'est cadencé, tout ça est très précis et ça commence par des terrassements. Des terrassements qui nous ont fait mettre la totalité de la plateforme à nu. On a décapé uniquement ce qui était vivant, la couche de terre vivante. Et cette couche de terre vivante, moi, elle me dit, si en mettant les mains dedans, si en sentant la terre, si en la faisant analyser, si le vivant va être possible à cet endroit, avec l'idée d'un jardin dont on avait la description quand même, puisque Patard disait qu'il y avait des plantes, des charmilles, etc. Donc on fait analyser la terre, et vous savez, en Sologne, on dit toujours, oh, c'est pas la peine, la terre, c'est une terre de Sologne, elle est acide. Eh bien, les analyses de terre nous ont montré le contraire. C'est que, je vais essayer de vulgariser, j'aime pas ce mot-là, mais la chimie du sol, nous avions affaire à une terre sableuse, oui, donc une terre de Sologne, humifère, oui, mais avec un pH, donc ça, de 8,2. Donc ce qui est 8,2, c'est ce que vous avez vers Dieppe, dans ces terres de craie. Alors ça change la donne évidemment parce que immédiatement le jardinier que j'étais et que je veux rester dit à ce moment-là il faut adapter notre palette végétale immédiatement, sinon dans 10 ans, dans 15 ans, le jardin va disparaître. C'est la première réaction qu'on a sur un jardin, c'est de plonger ses mains dans la terre, de la sentir. Il y a évidemment le test du boudin, tout ça, que je vous expliquerai après si vous voulez, mais c'est passionnant parce que c'est le geste de l'agriculteur, c'est le geste du paysan qui va savoir s'il est possible de faire un jardin à cet endroit. Alors voilà, évidemment, je me suis fait prendre en photo pour vous expliquer comment je fais, mais je fais comme ça à chaque fois. Et que
Chambord, le château plutôt, a disparu sous des montagnes de terre petit à petit. Son premier niveau a été mangé. Alors, on a eu une chance inouïe, évidemment, c'est que le temps soit avec nous, mais qu'on ait aussi une maîtrise d'ouvrage bienveillante, qui ne sait pas, parce que vous imaginez le chamboulement, parce que ça s'est passé, les 30 000 m3 décapés comme ça, vite fait, ça s'est passé en 3 semaines. Donc Chambord a été en 3 semaines complètement bouleversé, sans qu'on ait une seule fois une remarque d'alerte ou de panique quant à cela. Vous imaginez un peu notre état maîtrise d'œuvre et puis Pascal en disant c'est sûr, ne vous inquiétez pas, dans 3 mois et demi, dans 3 mois, vous aurez votre jardin. Nous n'en étions pas certains. Mais nous avons fait comme les gens du cirque, nous avons assuré le spectacle. Voilà, alors vous voyez qu'à cette échelle, les grues, les engins, les camions paraissent comme des jouets, mais c'est 40 engins simultanément sur le chantier qui bougent en permanence. Alors 40 engins d'entreprises différentes, ça creuse dans tous les sens, ça prend des tables d'un côté, ça les met de l'autre. Puis ça vient amener aussi tout ce qui permet à la Terre, qui était comme elle était là, de restituer ces éléments nutritifs aux futurs végétaux. Alors tout ça c'est de la chimie, je n'en parlerai pas là, mais il est évident qu'il existe une relation intime entre le végétal et le sol, c'est une la palisse, mais il ne faut pas oublier que quand on fait un jardin et qu'on le dessine, ça se termine par cela, par la création de cette relation. Dans ce portail qui vous amène sur le parc terrestre, et vous voyez ici la photo avec le camion, vous en avez 3000 qui sont passés, et vous aviez 5 cm de chaque côté de vide, et donc il y avait la punition pour les entreprises, c'était de désigner une personne qui allait guider le camion pour que ça ne touche pas les piliers. On avait interdiction de toucher ces piliers. Je crois qu'il y a eu une éraflure à un moment donné, sans doute, et ça arrive, mais c'est remarquable, c'est 3000. On dit 3000 parce que ça se retient, c'est sans doute un petit peu plus. Mais voilà ce qui s'est passé. Ça n'a pas arrêté et ça a été fait sans que le public, avec un public présent. C'est important. C'est important parce qu'il y a une partie du public qui a pu assister en venant régulièrement à la renaissance, à la résurrection de ces jardins qui se sont petit à petit redessinés. Voilà. Alors, des inventions de système, parce que, je vais me lever, c'est important. Vous savez, les entreprises parce qu'il a fallu évacuer l'eau, vous imaginez, toute cette surface de sol blanc, c'est du stabilisé, oui, mais le stabilisé, quand il pleut, il faut que l'eau aille quelque part, et immédiatement, les entreprises, les bureaux d'études vous disent, ah oui, bah, donc il faut des points bas pour récupérer l'eau. L'eau, elle va vers toujours les points les plus bas. Et à ce moment-là, on a dit, non, 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 si on fait un jardin 18e, il doit exister ceci dans le jardin, c'est la vision sur l'axe, sans interruption de niveau, sans accident de topographie. Et que ça a été la première, on va dire, la deuxième source de préoccupation, et il a été mis un système de drain profond, avec une sous-couche, elle, quasi imperméable, qui permet de guider l'eau en sous-couche vers des drains profonds qui vont se rejeter ensuite dans le cosson. Ce qui permettait ensuite de reconstituer un sol par-dessus drainant, absolument plat, et qui permettait de conserver cette idée de geste, parce que ce geste, notamment dans l'axe, ne pouvait pas supporter de montagne. Ça aurait été, je dirais, à l'inverse même du principe de cet axe qui est très important et fondateur dans le domaine. Alors tout ça, évidemment, vous voyez bien que les techniques aujourd'hui permettent de respecter les alignements. J'insiste aussi sur le fait que tout ça a été reconstitué, notamment les alignements, au laser, au centimètre près. Il n'y a pas eu d'interprétation au doigt mouillé d'une position d'un végétal. Voilà. La plantation des arbres. Comment planter 600 arbres en 3 semaines? Eh bien, on a fait peut-être ce qu'ils ont fait au 19e,
mais sauf qu'on l'a étendu à la totalité du jardin. C'est-à-dire que là aussi, il a fallu... alors, d'abord, le tempo, c'est vivant. On ne peut pas transplanter un arbre vivant, enfin un arbre qui a de la sève, on ne peut pas le transplanter. C'est impossible. Donc il a fallu trouver des arbres qui étaient avec une sève descendante. C'est ce qu'on a à l'automne. Juste un petit peu après, une fois que les feuilles sont tombées, vous avez la sève qui descend. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à transplanter vos arbres. Donc il a fallu qu'on choisisse 600 arbres. Alors, 200 tilleuls et 400 Prunus-Avium, on regardera sur les quinconces, c'est les Prunus-Avium plena, quasi identiques, même si cela fait débat, mais quasi identiques, de même qualité, de même espèce, avec une sève descendante. C'est finalement, et on aurait aimé que ce soit différent, dans le nord de l'Allemagne, parce que le climat est plus froid, on a dû s'approvisionner, parce qu'ils avaient en quantité suffisante, en qualité que l'on demandait, et à cette descendante, les arbres qui pouvaient être transplantés, c'était fin novembre, quelque chose comme ça, et début novembre. Il me met encore la pression pour que j'avance encore plus vite dans les travaux, vous voyez. Donc, ces arbres n'ont pas été, comme au XVIIIe siècle, plantés dans des fosses. On a entendu tout à l'heure, Cécile l'a très bien expliqué, on faisait des trous et on plantait l'arbre. Il a fallu remettre ça complètement à plat et dire que l'ensemble de la plateforme était décapé, on reconstituait un support de plantation qui rendait l'arbre, un support de plantation adapté au sous-sol, un sous-sol argileux, donc un support de plantation qui allait permettre aux racines de respirer, de s'enraciner profondément. Et là, on a créé ces bandes de mélange terre-pierre, parce que les arbres ne croyaient pas qu'ils poussent dans la terre, ils aiment pousser dans les pierres avec de la terre, un peu. Ce sont les ancrages qui ont besoin de s'ancrer dans ces substrats, et les radicelles vont assurer la nourriture de l'arbre, se situent dans la couche supérieure. Et on est venu poser nos arbres sous la sous-couche de fondation, ce qui a permis d'aller très très vite, puisqu'on a pu aligner d'abord au laser l'ensemble des tuteurs, et une équipe de 3 personnes venait poser les arbres à raison de 1 toutes les 20 minutes, et on réussissait comme ça à planter les arbres. Les sols tout autour ont été reconstitués après et au-dessus des mottes. Et c'est ce qui a permis de tenir le tempo, parce que sinon on ne pouvait pas planter 600 arbres en 3 semaines. Ça a été pour moi une découverte, une prise de risque aussi, parce que jamais je pensais qu'on pouvait planter des arbres de cette manière-là. Mais c'est... voilà. Alors, j'ai pris un risque. Nous avons pris des risques. Je le répète, c'est collectif. Tout ça, quand je dis je propose, c'est l'ensemble d'une équipe, y compris des entreprises qui ont été extraordinaires dans cette aventure, qui ont tenu à ce que les choses soient faites aussi dans les règles de l'art et en tempo avec nous. Et c'est pour ça que ça a marché. Je dis toujours qu'un chantier qui marche, c'est un tabouret à 3 pieds. Vous avez le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre ou le maître d'œuvre et les entreprises, et tout ça, ça doit tenir fermement. Il ne doit pas, à un seul instant, y avoir un pied défaillant. Et là on a eu... voilà. C'est le chantier rêvé, hein. Si vous en avez d'autres. Voilà les 600 arbres, on va passer dessus, 619. Voilà, alors ils viennent d'Allemagne, oui, mais on a retrouvé dans les archives des arbres qui arrivaient de Hollande, des boutons rouges qui étaient des tilleuls pour venir se réimplanter dans la forêt de Chambord, des tilleuls gros comme une cuisse d'homme. Donc c'était pas nouveau. Hein. Sauf que les moyens étaient différents, bien évidemment. Ceci dit, pas tant. Il n'y a que les engins mécaniques ici, mais les hommes sont là, descendent au fond des tranchées, sont avec leurs pelles. Il n'y a finalement pas tant de différence. Il y a d'abord une grande concentration du jardinier, une grande précision. Les jardiniers sont des taiseux, et donc c'était extraordinaire aussi d'arriver le matin sous un brouillard, voilà, et puis de voir tous ces gens au travail, des hommes et des femmes qui fabriquaient et qui étaient complètement
convaincus qu'ils allaient arriver à faire pousser, à rendre ce jardin vivant au moment au 25 décembre. C'était un... Voilà. Tous les arbres sont arrosés. C'est-à-dire que, comme nous sommes dans des conditions de sol stabilisé quasi partout sur les allées, et que les documents nous disaient que les arbres poussaient dans du stabilisé, il a fallu mettre en place un système d'arrosage pour que, alors ici vous avez les cuvettes qui vont disparaître petit à petit, et le sol stabilisé va arriver au pied des arbres, les tuteurs vont disparaître, et pour que les arbres puissent pousser dans les 5 ou 10 premières années convenablement, il y a un système d'arrosage souterrain qui est invisible, qui est mis en place à ce moment-là. L'eau est pompée dans le causson à travers une très grosse machinerie, et donc on optimise la dépense d'eau, le fonctionnement, à la goutte près. Hein. C'est très précis là aussi. Tout ça est géré par ordinateur sur un smartphone à distance. Voilà le quinconce à équerre, parce que c'est un quinconce à équerre qui est mis en place. Ça, c'est après son engazonnement. Merci Cécile d'avoir permis de révéler qu'il y avait un végétal sous ces tilleuls, en permettant de lire dans les textes qu'il y avait des allées à travers ce quinconce. Parce que nous, paysagistes, devons aussi attirer l'attention sur la réponse par rapport à la question de ce qu'est un jardin aujourd'hui. C'était un jardin privé, ça devient un jardin public. On vient dans ce jardin, il y a à peu près 1 million de personnes qui visitent ce lieu, et qu'il fallait absolument donner de l'intérêt public supplémentaire sans tomber dans une décoration outrancière, et respecter évidemment les principes, mais donner un intérêt. Alors par exemple, donner de l'intérêt à un quinconce, c'est permettre d'aller s'allonger dessous. Donc c'est transformer un sous-bois en gazon par exemple. Il est à peu près certain, puisque nous avons restitué ici les conditions d'un bois en plantant rigoureusement tous les 5 mètres des pruniers, qu'à terme, s'il n'y a pas d'entretien de ce gazon, nous ayons un sous-bois, des ronces, puis rapidement une végétation de sous-bois qui vienne se mettre en dessous. Ce n'est pas la volonté du domaine, mais c'est véritablement ces conditions que nous sommes en train de recréer. Donc, il est important de recontextualiser l'usage d'un jardin aujourd'hui, parce que à partir du moment où vous avez un jardin qui devient public, évidemment, la réponse doit être adaptée, partiellement, mais adaptée. Les marronniers ne sont plus possibles en quinconce. Vous connaissez, vous avez tous vu les marronniers sur les avenues qui perdent leurs feuilles au mois d'août à cause d'une petite chenille qui vient bouffer la feuille et qui... Bon, voilà. Il a fallu là aussi modifier la gamme végétale. Le quinconce est un Prunus sapium, donc vous n'êtes pas jardinier, donc un merisier à fleurs doubles. Pourquoi un merisier à fleurs doubles? Parce que d'abord on en trouve dans la forêt, pas à fleurs doubles. À fleurs doubles parce que si nous avons, et voici par exemple une réponse de paysagiste, si nous avons un usage de repos ou de pause dans le jardin et sous le quinconce, il est hors de question évidemment qu'au moment des cerises, on puisse s'allonger sur des cerises par terre. Et donc il a fallu trouver une espèce stérile, donc sans fruits, qui permette d'aller sous les cerisiers en fleurs, avec tout l'intérêt que ça peut avoir. C'est aussi un arbre qui a une échelle. Il fallait trouver un arbre qui avait l'échelle, celle du marronnier, parce qu'on est à côté et en diagonale d'un monument qui est très imposant. Il ne s'agissait pas de refaire un verger de pommiers, ça n'aurait pas été à l'échelle. Il ne s'agissait pas d'avoir des peupliers d'Italie, ça n'aurait pas été à l'échelle. Il s'agissait de retrouver une échelle de verdure qui permette en même temps un usage public étendu. Le risque, je le dis, et on sait évidemment qu'en refaisant un quinconce monospécifique, avec une modification importante des températures, du climat aujourd'hui, l'arrivée de nouveaux insectes, et puis cette concurrence liée à la proximité des arbres entre eux, le risque c'est qu'en plantant un quinconce monospécifique, donc avec une seule espèce, c'est qu'une maladie puisse se propager très vite. Donc, il y a une vigilance très importante qui est mise en place et une lutte intégrée qui est mise en place à Chambord, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des jardiniers qui entretiennent une entreprise, qui viennent avec des coccinelles, qui utilisent des produits autorisés en milieu public. On agit tout de suite, mais ça veut dire que, évidemment, comme c'est vivant, c'est fragile. Comme c'est vivant, bah, ça peut mourir.
On a une fâcheuse expérience sur quelques fusains qui remplacent le buis en bordure, parce que le buis ne peut plus être planté à cause de dizaines de maladies, d'insectes, etc. Donc on est obligé, là aussi, sur le buis, de trouver des remplaçants. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour parler de la restauration des broderies? Dites-moi. 7 minutes? 7 minutes parce que les broderies, celles-ci se sont faites en 3 semaines là aussi. Nous, on marche par paquet de 3 semaines. Donc, Philippe Villeneuve avait décidé ces broderies. Et je pensais que nous allions mettre en place ces broderies à l'ancienne. J'imaginais qu'on avait le temps de faire des carrés, des agrandissements. On pouvait faire dans ces carrés ces agrandissements, comme sur la reproduction d'un tableau. Et puis, dans une entreprise, et vive la jeunesse, c'est que vous avez des gens qui ont 20 ans, 22 ans, voilà, et qui nous ont dit, attendez, non, donnez-nous votre plan AutoCAD, puisqu'on travaille sur AutoCAD, c'est la joie, et nous, on va se charger de mettre ça en place. Et alors, ils sont arrivés avec leur tablette numérique, sur lequel il y avait notre plan. Ils se sont repérés par rapport à des points GPS, et tous les 10 cm, ils sont venus piquer, comme au point de croix, les broderies. Et à la suite, vous aviez, sur les piquets qui étaient plantés, qui étaient métalliques, vous aviez des soudeurs qui, avec une feuille de métal, venaient souder sur les piquets métalliques. Et ce qui nous a permis d'aller encore plus vite, c'est-à-dire de réaliser ces 4 broderies en 3 semaines. J'aurais pu dire que j'avais inventé le système, mais je ne peux pas. Ils sont vraiment géniaux. Voilà les plantations. Alors évidemment, vous avez ici sur la photo de droite le grand questionnement du jardinier qui met ses plantes en place et qui essaye d'interpréter nos plans de plantation. Ici, ce sont des plantations qui ont été mises en place sur un millefeuille, enfin un multifeuille d'un arrosage invisible, parce que là aussi c'est arrosé au goutte à goutte, mais on ne le voit pas. D'une feuille de lin, parce que ça on sait que c'est biodégradable, puis nous avons planté par-dessus, puis nous avons remis autour des plantes un mulch, un mulch qui permet de faire comme si c'était de la terre. On a un véritable système qui permet aux plantes de vivre dans un sol qui a été amendé, amélioré. Donc ce sol de 8,2, nous l'avons bien évidemment enrichi. Vous avez en bas la plantation des ifs et puis des futurs arbustes boules, ici, qui vont être taillés en boule, et les jardiniers à l'œuvre pendant le chantier. Évidemment, c'était une réunion hebdomadaire, ou bi-hebdomadaire parfois, et quand je dis que cet ouvrage, le jardin, est collectif, c'est bien cela qu'il faut retenir, parce que notre métier de paysagiste, ça n'a pas été en même temps, et puis de maître d'œuvre, ça n'a pas été d'apporter de la technicité, ça a été aussi d'embarquer de l'humain dans cette aventure. Alors Jean Dossonville l'avait très bien fait, parce que vous avez quasi embarqué dans sa... Voilà, c'est une folie, 3 mois et demi pour faire un jardin, jamais j'avais imaginé ça. Et puis c'est Pascal qui est rentré dans cette folie, puis l'architecte, puis moi, puis les ouvriers, une sorte de frénésie qui s'est installée là-dessus. J'avoue que j'en ai tiré beaucoup de plaisir, mais beaucoup de plaisir, au point de prendre une dizaine ou une quinzaine de kilos, parce que je nourrissais les gars, et sur cette petite image, elle est importante, le gars avec le casque en bas, j'y tiens, parce que je les nourrissais aux bonbons à chaque fois que je venais sur le chantier, et que ça... Non mais... ça attire. Vous savez, des directeurs de domaine, aujourd'hui, on en rencontre partout, qui arrivent sur les domaines et qui ne disent pas bonjour aux jardiniers, c'est pas bien. J'insiste, là, ici, tout le monde se disait bonjour, et ça permet, vous savez, sur un chantier comme ça, de penser que l'impossible est possible. Ah, ça va trop vite, mais c'est vrai que ça a été vite. Je voudrais aller en arrière. Donc, je vais vous les passer quand même rapidement. L'état initial, août, fin août, 13 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 8 novembre, 15 novembre, 18 novembre, 29 novembre, 13 décembre, 20 décembre, et voilà. Alors je vais vous les repasser si vous voulez, mais je pense que... Et alors, il y a des gens
monter sur les terrasses du château, qui montaient rarement, qui tous les jours venaient à leur pause du midi pour voir l'évolution du jardin. Voilà, tac, voilà, voilà. Ça a été quasi aussi vite que ça. Voilà. Voilà. Alors, voilà comment ça a verti. Ça va vite votre bazar là, quand même. 5 minutes 5 minutes, alors on va conclure, voilà, je ne sais pas comment conclure, ça ne s'arrête pas. Alors voilà, non, il y avait aussi, mais je pense qu'on l'abordera une autre fois, toute la palette végétale qui est complètement adaptée. Ce ne sont plus des plantes annuelles, mais des plantes vivaces qui viennent colorer les massifs avec des couleurs qui ont été entendues et discutées ensemble. Voilà sur les parterres nord, et puis sur les parterres est qui sont ceux-ci. Vous avez là une approche beaucoup plus de jardin potager oublié, c'est-à-dire qu'on y retrouve du topinambour, de l'artichaut, du fenouil, du persil, du basilic, de la ciboulette, tout ça laissant, bien qu'on laisse fleurir et qui constitue là aussi un attrait supplémentaire, un intérêt supplémentaire à un jardin qui initialement n'était pas, ne vivait pas de cette manière-là. Mais voilà, aujourd'hui on sait très bien que les gens vont mettre la main dans la ciboulette, dans le thym qui constitue les bordures à la place du buis et du fusain. Donc là aussi, notre travail c'est de donner, c'est qu'on puisse appeler ça un jardin. Parce que sinon, si nous faisons des espaces qui sont toujours rigoureusement les mêmes, autant faire avec du plastique, et puis voilà, on a réglé le problème. Mais ça s'appelle jardin quand même. Alors si ça s'appelle jardin, à ce moment-là, et si le public doit y aller, à nous de proposer de l'intérêt et au jardin, tout simplement, sans intellect particulier. Je voulais vous montrer, c'est intéressant, c'est l'esplanade du château de Caen. Ce jardin, il a 54 ans. Il a été fait quand je suis né, il a été... voilà. Et il n'a pas bougé. Alors voilà un jardin plastique. Ce jardin n'a pas bougé. On remplace les plantes 3 fois par an. Les ifs ont grandi et sont maintenus dans cet état. Ça fait 54 ans, hein, c'est comme ça. Et puis voilà. Je pense que sur Chambord, nous avons créé les conditions pour que le jardin, dans ses limites, puisse vibrer, être vivant, être intéressant pour celui qui va s'y promener. Voilà, parce que sous les quinconces, on va pouvoir s'allonger. Dans les massifs est, on va pouvoir passer sa main dans la ciboulette ou le thym, parce qu'il y a des plantes vivaces qui vont marquer les saisons, etc. etc. Ça a été le travail du paysagiste ici. Et puis, voilà, le travail qui continue avec le travail sur l'axe nord, que vous voyez, qui se perpétue, et donc qui va modifier la limite du jardin et qui va l'amener encore plus loin, c'est-à-dire jusqu'au rond-point François Ier. Vous allez avoir un tapis vert, et là on a véritablement, et c'est Laetitia, parce que j'ai oublié de citer Laetitia, parce que Amorosi, parce qu'on a travaillé en binôme évidemment, parce que moi tout seul, je suis rien, et donc Laetitia a validé toute l'histoire, etc. Et finalement on a trouvé des systèmes en discutant ensemble, d'escamotage des allées, voilà, parce que c'est très important de ne pas impacter aussi un jardin de toute la bagnole, de toutes les routes de voitures qui sillonnaient avant les choses. Notre travail, c'est d'effacer d'une manière moderne pour que le jardin puisse paraître d'avant et alors qu'il est voilà, d'aujourd'hui. Et puis enfin, les continuités paysagères, c'est ça. Là, c'est une vue du jardin anglais vers le jardin du XVIIIe. Il y a 2 allées ici qui passent en travers de cette vue. Ces allées sont invisibles aujourd'hui. C'est un travail au centimètre près d'escamotage des allées. On ne pouvait pas imaginer voir 2 allées traversant cette vue, par exemple. Dans un sens, zut, je veux partir de ça. Et de l'autre côté. Parce que voilà, on a souvent entendu la critique que les projets n'étaient pas coordonnés entre eux, que finalement il n'y avait pas de liaison, etc. La liaison, elle existe, c'est celle-ci.
C'est-à-dire, ce sont ces jardins 18e en relation avec l'idée d'un jardin moins maîtrisé. Alors de ce côté-là, c'est avec le jardin du 19e, mais vous voyez qu'au-delà, c'est le jardin qui n'est pas du tout maîtrisé, qui est le monde sauvage. Et que ce jardin, un Chambord, ne peut exister que si nous installons les conditions de regard d'un jardin à l'autre pour comprendre l'intérêt d'un jardin au 18e dans un milieu sauvage et hostile. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.